suis ensuite très heureux d'être parmi vous parce que j'ai accepté l'invitation d'Olivier. Olivier a d'abord une grande qualité, c'est que ce n'est pas un professionnel de la politique. Et c'est très important, parce que je pense que notre démocratie, notre République a besoin d'élus ancrés dans ces territoires, mais aussi ancrés dans la vie économique. Et je dois dire que lorsque j'étais au gouvernement, il m'arrivait de regarder autour de la table du Conseil des ministres combien d'entre eux avaient mis les pieds dans une entreprise un jour dans leur vie. Je ne vous donnerai pas la réponse. C'était, ça se comptait sur les doigts d'une main. Et au contraire, je pense que la vie est faite d'engagements successifs, de passerelles, et que la démocratie française sera plus forte si elle fait appel à des forces vives que vous incarnez vous-même. Et Olivier est l'illustration, l'incarnation de ces forces vives. C'est un homme d'entreprise, encore aujourd'hui. C'est un homme qui est familier avec le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire un monde à la fois mondialisé et dans lequel on est attaché à ses racines. Et je veux te rendre hommage à ton action comme parlementaire, te féliciter pour ton élection brillante hier, et puis te remercier pour ton engagement au sein de l'enseignement français à l'étranger. Je vais vous en dire un mot, mais Olivier est un des rares parlementaires, avec Robert, je tiens à vous saluer parce que vous représentez Robert ici présent, Robert Delpica, qui est un ami qui s'est engagé depuis longtemps, avec André Ferrand également, au service de l'enseignement français à l'étranger. Et l'enseignement français à l'étranger est souvent méconnu de nos concitoyens, et méconnu même, je peux en témoigner, de l'éducation nationale elle-même, qui a tendance à l'oublier. Et toi, Olivier, tu as su t'en emparer, et tu as su dresser une vision d'avenir pour l'enseignement français à l'étranger. Il y a une dizaine d'années, l'enseignement français à l'étranger était dans une impasse. C'était dans une impasse parce que nous étions dans une logique de contingentement et on ne voyait pas comment on pouvait maintenir à flot des établissements de qualité, mais qui avaient des difficultés financières, et on ne voyait pas le fond du tunnel. Et tu as su porter des solutions d'avenir. Tu évoquais tout à l'heure le discours du président de la République. Je sais que tu en as été un des inspirateurs, et je veux t'en féliciter. Alors, mesdames et messieurs, je ne suis pas venu vous parler de politique, je ne suis pas venu vous parler de ma carrière passée. Il se trouve que j'ai changé de vie, et c'est formidable. Non, mais je dis ça sincèrement. J'ai quitté la vie publique en 2017, volontairement d'ailleurs, je le dis, volontairement, je ne me suis pas représenté, j'ai quitté mon mandat de maire, mais finalement je suis retourné un peu à mes anciennes amours, qui étaient la vie économique. Je me suis engagé au service des PME en France, puisque je suis associé dans un fonds qui développe les PME. Je préside la filière automobile française. Vous savez que j'ai été ministre de l'Industrie il y a 10 ans, au moment où il y avait la crise de 2008-2009, et je m'étais beaucoup occupé de la filière automobile à l'époque. Alors, à chaque fois que j'arrive pour m'occuper de l'automobile, il y a une crise centenaire. Donc, je commence à me poser des questions. Au moins, on était un peu mieux préparés avec mes collaborateurs à ce qui s'est passé depuis quelques mois. Et puis surtout, je me suis engagé dans ce projet fantastique dont je voudrais vous faire partager la teneur ce soir, qui est Odyssée. D'où vient finalement cette idée, la genèse de ce projet? En 2010, je suis allé inaugurer le nouveau lycée français de Dakar. J'étais ministre de l'Éducation nationale et j'ai été très frappé par ce déplacement. Pourquoi? Parce que d'abord j'ai vu la qualité des projets que l'enseignement français à l'étranger était capable de porter. Très bel établissement, avec une très belle équipe pédagogique. Et donc, quand vous êtes ministre de l'Éducation nationale et que vous ramez tous les jours avec les syndicats et qu'on vous met la tête sous l'eau, ça fait plaisir de voir des success stories. Ensuite, parce que j'ai compris ce jour-là l'attente qui était celle de nos pays amis vis-à-vis de la France. Le besoin de France, le besoin de francophonie,
ce besoin qui était insuffisamment assouvi. Pire, ils avaient l'impression d'avoir été abandonnés. Le jour où j'ai inauguré ce lycée, j'ai rencontré la communauté sénégalaise, j'ai rencontré les Français de Dakar, et tous m'ont dit, j'ai vu le président Wade à l'époque, le président Wade m'a dit, mais vous nous avez abandonnés. D'ailleurs, j'ai fait un cadeau, pour rien cacher, au président Wade. Je lui ai offert la reproduction du diplôme d'agrégation de Léopold Sédar Senghor. Et alors, il est resté estomaqué, parce qu'au ministère de l'Éducation nationale, il y a des archives absolument éblouissantes. Un jour, je recevais Alain Pompidou, qui avait un engagement humanitaire important et qui avait été parlementaire européen et qui était le fils du président Pompidou. Et le hasard a fait que nous avions des expositions en permanence au ministère de l'Éducation nationale. On exposait les archives du ministère. Il est arrivé dans le salon d'attente et dans la vitrine, il y avait la lettre du général de Gaulle demandant au ministre de l'Éducation nationale de l'époque le détachement de Georges Pompidou, agrégé, auprès de son cabinet au moment de la libération, après la libération. Lettre authentique. Et donc, en cadeau, il était choqué de voir ça en arrivant pour la visite au ministère. Je lui avais fait la copie de ce document. Et donc, j'avais remis à Wade la même chose pour l'agrégation de Senghor. Et nous avions eu une discussion sur, finalement, la place de la France dans la société sénégalaise. Il m'avait dit, mais vous nous avez abandonnés. Il n'y a plus de coopérants. Regardez le lycée français. Il n'y a pas assez de moyens. Il y a une liste d'attente pas possible. Et donc, j'avais eu une discussion très intéressante sur, finalement, la place de la France dans un pays comme le Sénégal. La place de la France, non pas par rapport au passé, par rapport à l'avenir, par rapport à l'école, par rapport à l'éducation des jeunes, l'éducation des enfants. Et cette place, ils avaient le sentiment que nous l'avions négligée. Le même jour, l'ambassadeur de l'époque me fait faire un tour dans Dakar et nous avons pris la rocade magnifique, nouvelle, de Dakar. Et il me dit, monsieur le ministre, regardez, je voulais faire un détour pour vous montrer ça, parce que nous avons financé une partie de cette rocade. Je dis, très bien, monsieur l'ambassadeur, c'est formidable. On a financé combien? Oh, je crois que c'est 2,7%. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, monsieur l'ambassadeur, finalement c'est 2,7%. Je suis convaincu que les Chinois ou les Qataris qui ont financé le reste auraient pu le faire. Par contre, ce que représente ces 2,7%, est-ce qu'il n'aurait pas été utile dans le financement de coopérants ou d'une nouvelle école ou de postes dans l'école française, dans le lycée français de Dakar? Et lorsque je suis revenu à Paris, j'ai eu cette discussion avec le président de la République de l'époque. Je lui ai dit, je pense qu'il y aurait sans doute à redéployer une partie de notre aide à l'international vers ce qui est considéré comme une mission d'avenir, c'est-à-dire l'investissement dans l'intelligence, l'investissement dans les enfants, l'investissement dans les écoles. L'honnêteté me force à dire que je n'ai pas été véritablement entendu à l'époque. Et donc, cette idée de considérer qu'il fallait porter les couleurs de la France davantage dans ce qui est le combat du XXIe siècle, le défi de l'intelligence, le défi du savoir, a germé dans ma tête à l'époque. J'étais encore ministre, j'étais ensuite parlementaire. Petit à petit, avec une équipe de proches, avec Jonathan qui avait travaillé à mes côtés pendant 5 années, avec d'autres talentueux, nous nous sommes dit, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas inventer des écoles qui, à l'étranger, portent le drapeau de la France, parce que nous sommes fiers de ces couleurs, mais en même temps qui incarnent une certaine idée de l'enseignement à la française. Et là, je vais vous raconter une autre anecdote. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, je recevais, comme tous les ministres le font, les homologues étrangers. Alors, le ministre de l'Éducation nationale a une grande chance, c'est qu'il est le chef de la délégation à l'UNESCO. Une fois par an, vous avez l'Assemblée générale de l'UNESCO. D'ailleurs, c'est bientôt, là, c'est le 9 novembre. Ça va peut-être pas lieu cette année, mais
tout cas, tous les ministres de la culture et de l'éducation du monde entier viennent à Paris pour l'Assemblée générale. Et le ministre français accueille, et l'autre, toutes les délégations, donc les ministres de l'éducation français, qui passent 3 jours à Paris, et quand ils sont allés au Moulin Rouge, ils sont contents de rencontrer le ministre de l'Éducation nationale. Ils occupent leur agenda. Et moi, j'ai été très content de les rencontrer, et il se passait toujours la même chose. Première minute de l'entretien, Monsieur le ministre, comment faites-vous pour avoir un système éducatif aussi performant en France? Alors la première fois, je me suis arrêté, je sortais d'une réunion sur l'enquête PISA, où on était 72e sur 73. Je me suis dit, c'est pas possible, ce type n'a pas lu ses notes, ou alors ses collaborateurs sont incompétents. Puis c'est arrivé une fois, ou alors il est extrêmement poli, et ça fait partie de sa culture, hein, de ne pas humilier son homologue. Et puis c'est arrivé une deuxième fois, une fois c'était le ministre chinois, une fois le russe, une fois... Enfin, bref, c'est arrivé à chaque fois. J'ai fini par comprendre, parce que tous ces ministres de l'éducation n'avaient dans leur inconscient qu'une chose en tête, l'école française, le lycée français, dans la capitale de leur propre pays. Et pour eux, le lycée français, c'est l'excellence. Et c'est vrai. Donc si vous voulez, il y a un décalage entre la vision que moi j'avais au quotidien d'un système éducatif qui n'a pas su se transformer, avec une inertie, une lourdeur, des conservatismes, et de l'autre, un lycée d'excellence. Un système d'enseignement reconnu dans le monde entier, dont nous devons être fiers. Et donc, en mélangeant tout cela dans ma tête, et en challengeant ça avec un certain nombre de spécialistes et de collaborateurs et autres, nous sommes arrivés à l'idée qu'il fallait qu'il y ait une offre complémentaire, différente de ce qui existe aujourd'hui dans l'enseignement français à l'étranger. Et c'est là qu'est né Odyssée. Odyssée, c'est l'idée que la France doit être capable de porter à l'étranger des valeurs d'éducation d'excellence. Et qu'elle est capable de réunir le meilleur des deux mondes. Le meilleur du système français, que je viens de décrire, tel qu'il est reconnu à l'étranger, et le meilleur du système international. Aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé, vous connaissez ça 1000 fois mieux que moi, où on ne peut pas faire, on ne peut pas se regarder de nombril sur la France. Il faut au contraire que la France, elle sauve sur le monde, et elle soit capable de capter les tendances qui existent au niveau mondial. Et le bilinguisme fait évidemment partie de cela. Et donc, nous avons essayé de concevoir un ADN d'école qui soit à la fois le meilleur de l'enseignement français, celui de l'étranger, et en même temps inspiré de pratiques anglo-saxonnes au niveau pédagogique, une certaine bienveillance, le bilinguisme, bref, des pratiques qu'on pouvait facilement mixer avec notre enseignement. Et c'est là qu'est né le projet d'école de Casablanca, que tu as cité tout à l'heure, qui est, je dois dire, et je le dis d'autant plus aisément que je n'étais pas du tout aux manettes à l'époque, je suis devenu président du lycée il y a 8 mois, et j'avais juste inspiré un projet, mais je n'étais pas aux commandes, et c'est vrai que 3 ans après, puisque nous sommes à la 4e rentrée scolaire à Casablanca, Casablanca est un vrai succès, avec 1200 élèves dans cette rentrée, et c'est un établissement qui devrait monter à terme, d'ici 5 ou 6 ans, à 2500 élèves. Pourquoi nous avons réussi? Parce que je pense que le concept que je viens de décrire est porteur. Et que tu décrivais tout à l'heure à la façon d'un entrepreneur finalement. Et c'est bien, parce qu'on veut toujours opposer le monde de l'éducation et celui de l'entreprise. C'est absurde. Il faut des entrepreneurs dans l'éducation, pour que l'éducation s'améliore, pour que l'offre soit meilleure, pour que le niveau d'exigence monte. Il faut un esprit d'entreprise. C'est ce que nous essayons de faire à Odyssée. Et donc, tu évoquais, comme le fait un chef d'entreprise pour son marché, tu évoquais le marché mondial
de l'éducation dans le scolaire. Et la vérité, c'est que la France, qui était très en avance il y a 25 ans, aujourd'hui se fait damer pion par des grands groupes anglo-saxons, qui sont d'ailleurs souvent financés par de grands fonds d'investissement, et qui aujourd'hui captent toute cette nouvelle clientèle que vous connaissez très bien, qui sont des familles soit d'expatriés, soit considérées un peu comme l'élite dans leur pays respectif. Mais si vous voulez, l'élite, ça finit par faire beaucoup de gens, parce que nous discutions hier de l'Égypte, du Caire. Il y a personne n'est au Caire ici, non, en Égypte, non. Il y a 100 millions d'habitants. Nous, on s'adresse aux 3% de la population qui ont un niveau de vie qui permet de financer sur fonds privés des fees qui ne sont pas extrêmement élevés, je vais y revenir, mais qui sont significatifs pour une famille. À 3% de population au Caire, ça fait 3 millions d'habitants. Donc, vous avez aujourd'hui un potentiel. Et l'enseignement français ne peut pas être absent de cette croissance. Il ne pouvait pas continuer à être laissé de côté. Et donc, c'est essentiel que face à cette mutation du marché mondial, cet accès à l'intelligence, l'offre se diversifie. Moi, je crois en l'AEFE. Voilà. Parce que j'ai servi l'État pendant un certain nombre d'années, et l'AEFE, elle était capable de planter ses drapeaux, elle a été capable de porter cette offre pendant des années. Et donc la question, c'est pas de faire la peau à l'AEFE, c'est absurde. La question, c'est comment on élargit l'offre pour capter ce potentiel qui existe et qui est considérable au niveau mondial. Et les réformes que tu as suggérées, Olivier, suscitées, vont dans la bonne direction. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait une offre variée, une offre publique à 100%, une offre associative avec les lycées laïques et une offre privée. Et il y aura d'autres groupes privés qui émergeront. Et c'est une bonne chose, parce que si on veut doubler l'enseignement, le nombre d'élèves d'enseignement français à l'étranger à 10 ans, bah, ce n'est pas l'AEFE qui organisera la captation des 350 000 élèves supplémentaires. C'est pas possible. On se raconte des histoires si on dit ça. L'AEFE, elle peut encore progresser, elle peut s'améliorer, elle le fait, mais il y aura d'autres acteurs. Et nous souhaitons être un de ces acteurs, parce que nous souhaitons porter les couleurs que j'évoquais tout à l'heure, de l'excellence à la française. Nous souhaitons être les plus innovants dans un certain nombre de secteurs. Je vais donner quelques exemples. J'avais porté une expérimentation sur les rythmes scolaires, qui consistait dans 100 collèges de France, à mettre en œuvre un rythme de travail qui était des cours le matin et du sport l'après-midi. Cette expérimentation a été un succès. L'éducation nationale, elle est capable aujourd'hui d'expérimenter. Elle n'est pas tellement capable d'évaluer objectivement. Elle n'est pas du tout capable de généraliser et de reproduire. Eh bien, nous, ce que nous souhaitons, c'est lancer ce type d'initiative. Parce que comme nous sommes petits, comme nous sommes un peu une start-up, nous sommes agiles. Et donc, nous sommes capables de tester des initiatives, et puis ensuite, si ça marche, de les généraliser. Nous sommes capables de faire confiance aux chefs d'établissement qui doivent être, excusez-moi, je vais dire un gros mot, les patrons de leur établissement. Voilà. J'avais porté à l'époque une réforme de l'évaluation des enseignants, où je considérais que c'était les chefs d'établissement qui, à la fin, devaient être en responsable de l'évaluation des enseignants. Eh bien, nous pensons qu'il va falloir qu'on soit capable d'être innovant sur le management des équipes, sur les rythmes scolaires, sur le sport à l'école, sur l'accueil des enfants handicapés. Vous savez, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années dans l'accueil des enfants handicapés à l'école. Pourquoi il y a eu beaucoup de progrès? Parce qu'on a changé à 180 degrés d'appréciation sur ce sujet. Pendant longtemps, on a expliqué imaginez quand on a un enfant handicapé, le drame que ça représente pour la vie. Et ces familles, on leur disait, votre enfant, on est désolé, mais on ne peut pas l'accueillir à l'école.
on va l'accueillir dans un établissement spécialisé. Puis parfois on leur disait, on va quand même l'accueillir à l'école, mais on va le mettre dans une classe spéciale. Et ça, c'est le désastre. En fait, générer pour la vie des frustrations, des déceptions. Et donc on a, il y a une quinzaine d'années, fait des changements radicaux, de dire, attendez, le sujet c'est l'inclusion. Comment ces enfants, et on doit beaucoup au président Chirac là-dessus, le président Chirac a fait un grand plan en faveur du handicap, et le handicap à l'école a été une des déclinaisons de cela. Donc moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus, sur comment accueillir dans une classe entre guillemets normale, c'est-à-dire n'importe quelle classe, de n'importe quel lycée, de n'importe quel collège, un enfant qui est handicapé. Donc comment former l'enseignant, comment apporter une ressource humaine complémentaire, formée au métier d'encadrant d'un enfant handicapé, et comment faire en sorte que les autres enfants comprennent l'accueil et l'intégration de ces enfants. C'est un chantier absolument magnifique, on a fait des progrès, il y en a encore énormément à faire. Et bien moi je pense que sur ce sujet, un groupe agile, de petite taille, peut apporter des solutions et peut répondre à ces difficultés. Voilà, écoutez, je ne veux pas monopoliser la parole, j'ai déjà été beaucoup trop long, mais si vous voulez, c'est un sujet qui me passionne. Je pense qu'il n'y a rien de plus important aujourd'hui que ce siècle est celui de l'intelligence et de l'éducation. Et la formation de nos enfants, c'est évidemment un investissement considérable dans l'avenir. Et je crois que si nous voulons réussir, il n'y a pas un modèle unique qui s'imposera. Le secret, c'est d'être capable de faire se confronter des méthodes pédagogiques différentes, des types d'établissements différents. Je vous parlais d'innovation. J'avais été frappé d'une chose au ministère de l'Éducation nationale, on construisait des lycées comme du temps de Jules Ferry. Voilà. Vous visitez un lycée aujourd'hui, on a inauguré des lycées. Construisez un lycée ou une école comme du temps de Jules Ferry, au niveau de l'organisation architecturale de l'école. Ça n'a pas changé. Moi, je suis allé à Copenhague, représentant du Danemark ici, je suis allé à Copenhague, je suis allé en Finlande, visiter des lycées du XXIe siècle, où, si vous voulez, vous avez quelques exemples. Les élèves ont accès 24 heures sur 24, 365 jours par an au lycée. Évidemment, vous êtes au Danemark où l'autodiscipline est peut-être un peu plus dans les gènes que j'ai. Mais bon. Deuxièmement, vous n'avez pas une succession de 27 salles de classe avec exactement 40 mètres carrés pour accueillir 34 élèves. Non. Vous avez des pièces où on accueille, par exemple pour des cours magistraux, 70 élèves ou 80 élèves. Un cours d'histoire, si vous voulez, si le prof est bon, s'il est palpitant, qu'il ait 10 élèves ou 80 en face, c'est pareil. Ça, évidemment, je ne pouvais pas le dire quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'aurais eu une grève immédiatement de tous les profs d'histoire. Mais moi, je vous le dis. Et je le dis pourquoi? Parce que j'ai discuté pendant des heures avec des pédagogues, avec des spécialistes du sujet. Puis de l'autre côté, vous avez des petites salles de classe où, peut-être pour un cours de mathématiques, une répétition, là vous allez être à 10. Là. Non, pas pour les mauvais. Pas pour les mauvais. Non, il faut différencier. Le secret de la réussite des performances des systèmes éducatifs, dans l'enquête PISA, c'est quoi? C'est l'individualisation. La capacité pour un système de masse à adapter son enseignement, à le personnaliser. C'est ça l'enjeu. Et donc il faut des locaux qui permettent cette personnalisation. Comme vous ne pouvez pas avoir un prof par élève, eh bien il faut créer des lieux, des espaces où vous allez avoir par exemple des open space, d'autres où vous allez avoir des bureaux pour les profs. Pourquoi est-ce que les profs arrivent 10 minutes avant le cours et repartent 10 minutes après? Ils n'ont pas de bureau. Voilà. Donc il faut des bureaux dans les lycées, il faut que les parents puissent être reçus à l'intérieur des établissements, pour faire partie de la communauté éducative. Bref, j'ai visité des établissements de ce type. Et on est très en retard en France sur ce sujet. Et bien moi je crois qu'à l'étranger, dans nos lycées français, on devrait être à l'avant-garde de cela. On devrait être capable, nous les Français, d'inventer le lycée du XXIe siècle. Et bien en tout cas, nous y travaillons. Donc merci de m'avoir écouté. Et je
suis à votre disposition si vous avez des questions. Mais en tout cas, je remercie encore Olivier de l'organisation de cette réunion. Et je vous souhaite une très bonne soirée.